5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous. Notre série Portrait d'Alia se poursuit avec aujourd'hui une personnalité un peu particulière puisque il s'agit d'une autorité religieuse, Rav Shoraki. Bonjour. Vous êtes là depuis longtemps maintenant, depuis 32 ans, Alia en 1987 et vous nous recevez, merci beaucoup, dans ce qu'on pourrait appeler une salle d'études, ce qui est une salle d'études, on voit les livres autour de nous, et c'est un centre de formation pour les rabbins, c'est le centre éducatif Sepharad. Nous sommes en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, à quelques pas du Kotel. Dites-nous comment ça se passe, cette formation pour les rabbins. Qu'est-ce que vous faites dans cette salle d'habitude? En fait, c'est un centre d'études dans lequel des rabbins qui ont déjà la fonction de rabbin et qui officient dans différentes communautés dans tout le pays d'Israël se réunissent pour pouvoir étudier et approfondir des sujets de leur travail rabbinique, mais aussi des sujets qui concernent l'ensemble de la société, qui n'ont pas été traités dans le cursus de leurs études. En fait, il manque beaucoup, disons, dans la formation initiale de base nécessaire du rabbin, et nous essayons de leur apporter, un ensemble d'éléments qui concernent la société, l'économie, les problèmes de la modernité, et le travail rabbinique dans leur propre communauté. Voilà. Qu'est-ce qui leur manque surtout comme formation? Alors je dirais, l'étude rabbinique est une étude de yeshiva, des études qui forment le kollel qui suit la yeshiva pour avoir l'ordination de rabbin, qui est, je dirais, le côté théorique de la fonction rabbinique. Mais à partir du moment où ils sont confrontés à la réalité, à la société, au fait de diriger une communauté, ils ont à la fois des éléments nécessaires pour apprendre, faire une dracha, un discours, comment recevoir des personnes, ça c'est dans les choses simples, mais dans le côté plus profond, c'est que tout d'un coup ils reprennent tout l'ensemble de leurs études, de ce qu'ils ont déjà comme bagage, et ils le réajustent aux besoins particuliers de ce que la communauté demande. Et nous, c'est justement cette traduction, je dirais, de l'ensemble des études, de ce que connaissent les rabbins, pour les besoins de la société actuelle, mais des problèmes très généraux, très vastes. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, par exemple, de ce récent, de ce que vous auriez traité comme question? Bien sûr, voilà, un exemple très général. Et c'est d'ailleurs une question que je pose parfois quand ils arrivent. Est-ce qu'on doit prélever dans un État, voilà, des questions d'économie qui sont liées, on est en pleine période électorale en ce moment, est-ce qu'on doit avoir plus d'impôts, moins d'impôts? Des impôts plus progressifs qui aideraient plus à redistribuer ou non? C'est une question qui très souvent, lorsqu'on l'évoque au niveau juif, les gens, même les rabbins qui ont étudié de nombreuses années, me disent mais qu'est-ce que... Mais une réponse rabbinique à ça, il y a une réponse traditionnelle à cette question-là. Vous voyez une bibliothèque comme ça, on pourrait, rien que de ce qui a été écrit sur cette question-là, vous placer une bibliothèque entière de réponses rabbiniques. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas une communauté qui n'a pas été confrontée à ce genre de questions, pour savoir comment justement prélever les problèmes d'impôts, de quelle façon, vis-à-vis de qui, pour quelle fonction, des impôts qui sont déjà dirigés pour tel objectif, ou général pour laquelle c'est des questions extrêmement intéressantes. Est-ce qu'on peut changer au milieu? Il y a quelques années, on est encore un peu dans cette situation-là en Israël, avec les gisements de gaz qui ont été trouvés dans la Méditerranée. Alors il y a eu un appel d'offres, l'État a essayé d'attirer des grandes sociétés de forage en leur promettant, en leur demandant, disons, un certain accord. Puis en fait, il s'avérait qu'il y avait beaucoup plus de gaz que ce qui avait été imaginé. Ils ont dit, on va réajuster cet accord-là à la hausse pour l'État, puisque finalement, vous y gagnez beaucoup plus. Et il y a eu un grand débat, on dit, est-ce qu'on a le droit, une fois qu'on a déjà fait un accord, reprendre au milieu? Et c'est la question qui se pose tout le temps. On fait des impôts suivant un certain objectif et on se rend compte que ça a changé. On se souvient de cet apologue talmudique où un commerçant récitait son chemin, ne pouvait pas s'interrompre et il était d'accord sur un prix qui lui avait été donné pendant, et après l'autre a compris qu'il ne voulait pas et on l'a mis 2000, Absolument. Il a mis 2 fois plus. Mais il dit non, j'étais d'accord la première fois. L'engagement est sacré. Mais d'un autre côté, il y a le problème d'aider les défavorisés, les malheureux. D'où va cet argent-là? Cet argent-là est pour des gens qui sont dans le besoin. L'État en a besoin, on n'est pas dans une situation. Et les communautés en avaient besoin. Est-ce que, la question qui s'est posée, 16e siècle, à Damas, le fils du Rabbi Chaim Vital, Rabbi Shmuel Vital, écrit une teshuva sur une question dans laquelle ils ont plafonné un taux d'impôt maximum à 3000 grossos, c'est la monnaie de l'époque, et ils disent les riches ne payent pas plus que ça, même s'ils ont une fortune beaucoup plus grande. Pour attirer
des gens plus aisés qui viennent s'installer dans la communauté. La situation a changé. Quelques années plus tard, on se rend compte qu'on a vraiment besoin, et les malheureux disent, c'est pas juste, nous, sur le peu qu'on gagne, on paye nos impôts à 100%, et sur eux, comme ça, on ne voit que les 3000, comme ça. Et la richesse suit les riches. Enfin, c'est une question très... Et le Rav Shmuel Vital dit, mais attention, est-ce qu'on a le droit de reprendre en arrière ce principe-là? Et il dit oui, non seulement on a le droit, mais même il faut poser la question de la légitimité première d'avoir donné cette, ce rabais un peu vis-à-vis des gens aisés. Et deuxièmement, il dit on ne pourrait le faire si on a besoin d'aider toute la société pour amener des gens de l'extérieur, qu'à une condition, c'est qu'ils arrivent à convaincre les plus défavorisés que ça va les aider finalement. Ah oui. Il faut que les pauvres soient C'est un principe très intéressant. On entend très généralement une économie libérale qui nous dit bon, mais vous inquiétez pas, finalement la prospérité, le ruissellement va retomber sur tout le monde. On est d'accord, c'est un principe qui peut marcher. Mais si vous arrivez à convaincre celui qui pour l'instant est dans la détresse, celui qui pour l'instant ne veut rien. Voilà un petit élément, mais je veux dire, c'est dit de manière très, très, très générale. Une époque qui semblerait loin justement de la souveraineté nationale, et vous voyez déjà comment on parle du retour d'Israël dans un État... Juste une parenthèse, mais ça fait vraiment penser à la France, situation française, où on a l'impression que ce facteur d'enrichissement pour tous, qui allait profiter à tous, de quelques-uns qui allaient profiter à tous, est en train de s'enrayer, en tout cas par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire la conviction que les gens ont que ça fonctionne. Là, aujourd'hui, les gens ont l'impression que ça ne marche pas. Voilà, mais aujourd'hui en Israël, en période électorale, on a vraiment ce débat-là qui est posé par deux positions totalement opposées, dans laquelle l'une de ces positions dit qu'il faut totalement tout libéraliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a, comme je vous dis, les rabbins sont étonnés, même eux-mêmes, alors qu'ils ont déjà de longues études, à se dire, mais oui, on a déjà parlé de tous ces sujets de manière très 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 longue. Je pourrais vous en parler très longuement. Juste de cette petite question, c'est une question lourde aujourd'hui, mais qui a toujours été très très lourde dans des communautés. Et parfois on se pose la question, et ça c'est ce que je dirais un des problèmes, je ne dirais pas qui me chagrine, mais qui parfois me surprend, c'est qu'il semblerait que du point de vue juif, dans les communautés de diaspora, on avait parfois plus de réflexion sur ces problèmes qu'on en a aujourd'hui revenu en Israël, où justement le problème est nécessaire et ne peut pas être évité. Alors, puisqu'on a aujourd'hui responsabilité de toutes ces affaires-là. Mais dites-moi, en quoi les rabbins que vous recevez dans cette salle-là sont concernés par ces problèmes? En tout cas, en quoi ils doivent répondre sur ces questions aux gens de la communauté? Je veux dire très simplement sur deux aspects. Premier aspect, d'abord, c'est de prendre conscience que la Torah et que tout ce qui concerne les affaires dites religieuses ne concerne pas simplement la vie religieuse pour quelqu'un qui adhère à une pratique, à une foi, à tout ce que concerne ce qu'on appellerait le côté religieux de la chose. La Torah est beaucoup plus large que ça, et je dirais même presque, est essentiellement, avant d'avoir affaire à ces affaires religieuses, une manière d'entrevoir la société, d'entrevoir la politique dans son sens noble, la manière dont les peuples se gèrent, d'entrevoir les relations internationales, d'entrevoir tous ces problèmes très généraux. Et lorsque le rabbin reprend conscience de cet aspect de la Torah, son enseignement devient tout d'un coup beaucoup plus général, beaucoup plus large. Il touche les préoccupations de tout un chacun, pas simplement de ceux qui veulent de eux-mêmes venir. On a un rabbin qui, après avoir écouté tous ces sujets-là, on commence notre année, par exemple, pour toute une série d'études sur l'économie et la Torah, qui paraît, a priori, qu'est-ce que ces questions? Il a ensuite fait dans sa communauté une série de cours inspirés de ce qu'il avait étudié ici sur l'économie, et les gens sont revenus, disent « Mais quoi, à part nous apprendre le Shabbat, les interdits, la cacheroute, tout ça, il y a de quoi parler sur ce sujet-là ?» Les gens, tout d'un coup, se réintéressent, et par ce biais, prennent conscience du côté très large, très moderne, très actuel de tous les messages juifs. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ces questions-là, ils y sont confrontés. Dans le côté simplement communautaire. Alors là, je vais parler au niveau général de la façon dont on pays. Mais au niveau d'une communauté, c'est le même problème. Il y a des gens défavorisés, il y a des gens plus aisés. Quelle est la façon de gérer ce genre de problème-là? Et ce n'est pas simplement au niveau économique, au niveau social, le fait d'aider des gens qui sont dans la détresse. C'est d'abord une prise de conscience, quel est le rôle premier du rabbin, et je dirais tout simplement de tout juif. Est-ce que son rôle premier, c'est d'essayer d'élever les personnes avec plus de spiritualité? C'est sûr. Mais ce surplus de spiritualité doit apparaître et comment dire, donner aussi une réponse à l'aspect purement matériel, humain, premier de toutes les différentes détresses. Et on pourrait citer de cette façon-là toute une série de thèmes qui sont nécessaires, je pense, pour l'étude du rabbin. Il ne serait-ce que, par exemple, alors je reprends le premier, mais les deux en même temps,
le rôle d'une dracha, qui aujourd'hui malheureusement... Alors, la dracha, c'est le discours que le rabbin fait le Shabbat à la synagogue. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup, comment dire, d'évaluer. Je pense que parfois même ceux qui font la dracha ont eux-mêmes, comment dire, une très faible estime pour leur rôle au moment de la dracha. Le rôle du rabbin au moment où il fait ça, il doit trouver un sujet qui concerne sa communauté, concerne la société actuelle, assembler tous les matériaux de son étude juive, de ses connaissances juives, pour pouvoir apporter quelque chose de pertinent dans la rencontre de ces deux éléments. Or, souvent on entend dire que c'est important d'étudier la Torah. Oui, c'est vrai, c'est très important d'étudier la Torah. Mais ce qui est important, c'est de savoir de toute cette étude de Torah, qu'est-ce qu'il en ressort pour éclairer la société, pour éclairer les problèmes des hommes, pour éclairer les problèmes d'une nation. Et ça, le rabbin peut le faire s'il a pris une certaine habitude. Je dirais c'est une certaine discipline. Et c'est une discipline qui n'est pas souvent enseignée. Actualisation de la tradition. On étudie les textes et ensuite on essaye au maximum de les comprendre. Je dirais qu'il y a une sorte d'humilité très nécessaire pour commencer dans l'étude juive à comprendre ce qui a été dit. Et c'est le niveau premier. Mais ça ne suffit pas. Et là, je vous donnerai un élément personnel. J'ai grandi avec une tradition, et tout ce que je vous dis, je l'ai reçu d'une certaine manière, quasi de mon père, qui m'a enseigné la chose suivante. Il m'a dit, on est en France. Et je réponds un peu de cette manière, un peu même avec votre sujet. On est en France, on connaît la culture française, le bac, on apprend toute cette culture, mais n'oublie jamais la question essentielle. La question essentielle, c'est quel regard juif tu portes sur le monde que tu découvres, que tu apprends, que tu étudies. Quelle est la façon particulière que la Torah t'enseigne pour voir le monde extérieur. Je ne sais pas si les réponses qu'on apportait quand on était petit enfant étaient des réponses tellement pertinentes, mais l'important c'était l'exercice. C'était l'entraînement à répondre en permanence à ces questions modernes, d'une civilisation étrangère sur la base d'une Torah qui pour nous a toujours été aucun doute sur la pertinence, le trésor qu'elle peut constituer pour réfléchir sur les problèmes extérieurs. Et c'est ensuite qu'après plus avoir approfondi les études juives ou les études générales, se dire alors maintenant il faut essayer de donner de véritables réponses, voir comment les rabbins ont traité tous ces problèmes-là. Voilà, je résume très rapidement. Vous nous avez ramenés en France, Rav Chouraki. Voilà. Vous êtes parti de France à 16 ans, donc, en 87. Voilà. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions vous avez fait cette alia? Comment ça s'est décidé? C'est vous? Alors, j'allais dire dans les meilleures conditions du monde, parce que je ne peux même pas me rappeler du moment où ça s'est décidé, pour la raison très simple, que depuis que je suis tout petit, c'était une évidence qu'à partir du moment où on arrive au bac, eh bien, on continue en Israël. On n'en a pas parlé pour prendre la décision, on a parlé pour toutes les différentes façons de le faire, etc. Mais c'était quelque chose de... Pour vos parents aussi, c'était évident comme ça ou c'était vous? Mes parents avaient voulu monter en Israël à une certaine période, ce qui ne s'est pas réalisé, et ils sont montés à suite. Je dis souvent d'ailleurs aux Juifs de France, si vous ratez le premier moment de choix pour monter, c'est après le bac, il vous reste la retraite. Et donc en fait, c'est à la retraite que mon père a réussi à monter. Mais ce n'est pas nous qui les avons tirés en Israël. Je dirais c'est eux qui nous ont envoyés. Ma sœur était montée une année avant moi et moi j'ai continué ensuite la Liad de la façon la plus naturelle du monde. Peut-être un point important à signaler, pour vous me dites quelles conditions étaient en France, je ne crois pas dans ces années 70, ces années 80 où j'ai grandi en France, avoir rencontré personnellement aucune marque d'antisémitisme. On a grandi dans la communauté avec certaines relations extérieures, mais je ne crois pas. Il y avait les attentats de Copernic, la rue des Rosiers, qui était très, je dirais pas lointain, parce que même l'école Lucien de Hirsch où j'étais avait été à un moment mitraillé, mais ça n'était perçu en aucune façon comme quelque chose qui pouvait être lié à l'Alia, puisque l'Alia était présente, de façon totalement naturelle. Vous dites positivement, c'est très important. Il y a une phrase qu'on récite tous les matins, Shelon Hassani Goy. Ne m'a pas avoir fait non-juif. Alors les gens disent, oh là là, quelle est cette manière d'entendre voir. Alors il y a une très belle explication que mon père me disait. Il dit, il ne faut pas dire chez Lo Hassani Goy, ne pas avoir fait non-juif. Celui qui m'a fait juif n'a pas été l'antisémite. Bon, ça peut se lire de deux façons au niveau juif. Chez Lo Hassani, celui qui m'a fait n'est pas le goy, n'est pas l'antisémite. Ce n'est pas le regard de l'antisémite qui crée le juif et qui répond à la question juive. Au contraire, c'est quelque chose de totalement positif, fondamental. Et de la même manière, ce n'est pas l'antisémite qui m'a fait sioniste.
l'amour d'Israël, j'ai l'impression de l'avoir, tété au sein maternel, au même titre que la Torah, comme quelque chose d'absolument naturel, absolument naturel. Le jour où j'ai entendu ce côté totalement surprenant de personnes qui peuvent s'identifier à la Torah en ne s'identifiant pas naturellement avec l'État d'Israël, je dirais avec le côté sioniste de la chose, a été pour moi une révélation totalement... Comment vous le comprenez ça? Parce qu'encore ici en Israël, beaucoup d'orthodoxes, qu'on appelle ultra-orthodoxes, ne sont pas sionistes. C'est quelque chose de totalement sidérant dans ma conception juive. Et je dirais même plus profondément que ça. Je suis une tradition affirmée et sans aucune gêne de la tradition séfarade. Et dans tous les rabbins que j'ai connus, je n'ai jamais vu cette position-là. Et on pourrait chercher, alors une fois quelqu'un m'a dit peut-être celui-ci ou celui-là, etc. C'est plutôt ce Général Ashkenaz, alors vous dites ça. C'est quelque chose qui provient d'une situation historique, on pourrait développer assez longuement. Juste pour vous donner une petite idée de la chose, lorsqu'à une certaine époque, les yeshivot se vident en Europe, pour remplir les rangs. Alors il y avait d'un côté le Bund, les communistes, le côté qui n'était pas... Et de l'autre côté, le côté sioniste, les jeunes se coupent les péotes et vont fonder les colonies en Israël, etc. Il fallait quelqu'un de l'ampleur du Rav Kook pour dire, avec tout cet éloignement apparent de la pratique religieuse, il y a quelque chose de profondément juif, quelque chose qu'il faut encourager et il faut donner, son aval. Je comprends d'une certaine manière la position de gens qui restent un peu, frileusement dans la position de 2000 ans d'exil. Il est impossible aujourd'hui que l'État d'Israël ait été créé, aujourd'hui où l'essentiel du défi du peuple juif dans la poursuite de son histoire se crée à travers la vision sioniste. Et c'est pas pour rien que même les partis politiques orthodoxes aujourd'hui se sont dit on veut rentrer dans le mouvement sioniste, la Histadrout sioniste, ils ont rentré, etc. Surprenant, vous disiez des années que ça. C'est quelque chose qui est la marche, Sauf qu'il y a quand même l'idée de dire il ne faut pas transformer ce qui se passe ici en ère messianique. Et que le troisième temple, il ne viendra pas de l'histoire, il viendra d'une extériorité complète. Et il faut attendre ce moment pour effectivement... Absolument, sur ce point-là... Vous êtes d'accord avec ça aussi? Absolument. Alors comment vous conciliez les deux? Absolument pas. Je concilie les deux, je vous explique très simplement. Je vous ai dit, moi, ma tradition est une tradition des Chachamim séfaradim, des rabbins séfarades. Je vous ai essayé de donner des débuts d'éléments pour essayer de comprendre comment on pourrait arriver à ce que je ne voudrais pas parler trop violemment, disons, à une déviation totale de la conception juive qui ramène en Israël. Vous me demandez sur ces points-là, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que le troisième temple va se construire, tomber du ciel? Est-ce qu'on n'est pas du tout, il ne faut surtout pas appeler ça l'ère messianique? Mais je pense qu'au moment où l'État d'Israël a été proclamé, nous sommes rentrés peut-être bien avant dans l'époque des temps messianiques. Les gens ont une vision totalement apocalyptique des temps messianiques, où tout d'un coup il va y avoir des choses, des bouleversements de l'ordre de la nature, de l'ordre des choses. Or, la position du Rambam, et on ne peut pas être plus, Maïmonide, nous dit que la différence entre les temps messianiques et le monde qui précède les temps messianiques, c'est justement Shi'bud Galouyot, c'est-à-dire l'asservissement aux nations. Le peuple juif reprend son indépendance vis-à-vis des nations. Alors c'est quelque chose aussi clair que ça. Alors si on rentrait dans un débat plus, je dirais à la fois fourni, avec des sources, etc., on pourrait donner toutes les sources de la chose. Dans les années 20, à Djerba, un endroit qui semblerait isolé, dans un petit trou, un endroit vraiment pas le centre du monde juif, il y a un grand rabbin, le rabbi Khalfon à Cohen, rabbi Moshe Khalfon à Cohen, qui écrit 13 raisons pour lesquelles la délivrance a déjà commencé. C'est avant l'État d'Israël. Et il trouve des raisons tellement simples, tellement évidentes sur le fait que le pays lui-même se recrée, l'agriculture, les villes qui sont construites. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont le côté manifeste de la Hashgacha, la providence divine pour ramener le peuple juif en Israël.
Quand il s'agit de fait de dire que le temple doit être reconstruit, tombé du ciel et non pas reconstruire, ça provient d'une mauvaise compréhension de certains textes. Là, on n'est pas dans un débat d'érudition, mais si on le faisait, on se rendrait compte que le temple doit être construit par les hommes et Akadosh Baruch Hu apporte son soutien et par là même est celui qui reconstruit le temple par la main de ceux qui le construisent de manière pratique sur terre. Maintenant, ce point-là est tellement important. Le rabbin Naouri d'Algérie, qui était le grand rabbin en France pendant la deuxième moitié du XXe siècle, et une grande autorité reconnue, a dit l'événement de la construction de l'État d'Israël n'est pas un événement important sur l'échelle du XXe siècle. Sur l'ensemble de l'histoire juive, il dépasse la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, c'est un événement qui fait révolution sur 210 ans d'esclavage. Là, c'est un événement qui fait révolution sur 2000 ans d'exil, qui ne prend pas des enfants d'Israël, de la contrée, de Goshen, dans la terre d'Égypte. De l'ensemble des quatre coins du monde, le peuple juif revient sur terre. Or, ce qui est très étonnant, et ça, c'est le côté stupéfiant, en tant que rabbin, notre rôle est de montrer, pour chaque instant, je vous ai dit, dans l'économie, jusque dans les forages, sous la Méditerranée, le côté juif, la providence divine, le fait que Dieu est derrière le monde créé. Et quand arrive un événement qui, aux yeux de toute l'humanité, est quelque chose qui sidère par son côté surnaturel, irrationnel, impossible à imaginer que le peuple juif renaisse de ses cendres après toutes les tragédies qu'il a traversées, tout d'un coup, ce sont les rabbins qui vont dire non, c'est pas affaire de Dieu, c'est affaire des hommes. Les hommes seraient. C'est quelque chose de terriblement surprenant. Bon, enfin, on pourrait donner beaucoup d'autres explications. Revenons à votre parcours. Vous avez voilà. 16 ans. Vous arrivez ici en Israël. Comment ça se passe les premiers temps? J'imagine que l'adaptation a été facile ou... Alors, il y a bien entendu un côté pas immédiat et facile dans le fait de changer par exemple de langue, même si j'ai grandi avec l'étude de l'hébreu, etc. Le fait de parler l'hébreu couramment dans la société n'était pas quelque chose d'aussi évident. Mais, et ça c'est quelque chose de très important, en faisant l'aliyah, je me souviens, mon père avait dit « Veta'alelu besimcha le'artzenu » et « Fais-nous monter avec joie dans notre pays ». C'est une phrase qu'on répète dans la prière. Or, pourquoi on a besoin de dire Veta'alelu besimcha? Bien sûr, tout juif qui arrive en Israël monte et est joyeux. Plus forte raison, même des juifs qui fuient les pogroms et tout ça sont tous heureux. Et non, il faut dire Veta'alelu besimcha le'artzenu quand je suis heureux dans mon pays de naissance, à l'étranger. Veta'alelu le'artzenu. Ce n'est pas l'antisémite qui m'a poussé pour partir en Israël, ce n'est pas le malaise où je me trouvais qui me fait monter en Israël, c'est quand je suis heureux, je dirais d'autant plus quand je suis heureux, sans avoir besoin d'attendre des différents événements dont on entend parler ces dernières années. Ce n'est pas le malaise, au contraire, si jamais je suis trop bessimcha dans une terre étrangère, eh bien c'est le temps vite de partir, parce qu'à ce moment-là, peut-être c'est dangereux. Donc arrivé en Israël, on a le sentiment suivant. J'étais peut-être dans un très bel endroit, avec tous les raffinements d'un pays développé, mais j'étais toujours invité. J'étais toujours celui qui, à un moment ou à un autre, on lui rappelle qu'il n'est pas véritablement partie de tout l'ensemble national. Revenu en Israël, je deviens quelqu'un qui a peut-être un pays encore à beaucoup à développer, à porter disons, toutes ces différentes contributions, mais c'est le mien. J'y suis et de cette façon-là, donc les difficultés du fait de contribuer à l'État d'Israël est quelque chose de fondamental. Et je pense que ce point-là est majeur. Je vais donner un exemple. Pour la langue. Je disais, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je pense que pour tous les gens qui montent de France, l'un des premiers problèmes, c'est la langue. Je dirais d'autant plus pour quelqu'un qui parle bien français, parce que quand on parle bien français, on a un vaste vocabulaire, on peut choisir le mot exact et pas le cousin au second degré pour exprimer l'idée qu'on voudrait exprimer. Et on arrive en hébreu dans une langue qui semble, au niveau de la quantité de vocabulaire, très pauvre. C'est très intéressant ce mot-là parce qu'il signifie, je dirais, ce serait presque une métaphore sur le fait même, le problème de l'aliyah et du sionisme. En français, je ne sais pas combien on est dans le vocabulaire. Il y a des années, j'ai vu, je crois qu'au Littré, on en est à 130 000 mots. Dans la Rousseau, on sont un peu moins. Pour les gens qui viennent en anglais, on est dans les 250. Certains disent jusqu'à 400 000 mots. En hébreu, on est vraiment très, très limité. On a 8 000 mots dans le Tanakh.
La Bible est comme ça. Sur la Bible, il y en a 2000, c'est des apax, c'est des mots qui n'apparaissent qu'une seule fois, donc on n'a même pas véritablement... si 500 racines, tout compris. C'est terriblement... on se sent handicapé, on se sent tout d'un coup limité. Comment avec tous ces mots-là, même si on prend l'hébreu moderne, on arrive dans les 40 000 mots, etc. Comment on arrive avec tous ces mots-là à exprimer ce qu'on veut? Première étape, une étape où on sent le côté handicapant de cette alia. On se trouvait, comment dire, très à l'aise en France, pas seulement au niveau de la langue, au niveau de la manière de vivre. Un bon bac, on a la possibilité de faire, comment dire, toutes les études nous sont ouvertes. Et l'avenir, dans ces années 70-80, a priori, pouvait sourire à celui qui reste en France. Non. On arrive en Israël, on se sent tout d'un coup comme quelqu'un qui, handicapé, bégaye pour trouver un mot, on lui rappelle incessamment son origine, parce qu'après avoir commencé, l'accent français est un accent dont on garde jusqu'à, ça fait 30 ans d'Alia, et on continue à le garder. Alors certains disent que c'est un peu de son pays qu'on porte avec soi, c'est un peu de son origine. Bon, moi je dirais... Dans une de ses, Victor Hugo a dit « Je voudrais ne pas être français pour pouvoir choisir la France ». Mais moi je peux dire, pour Israël, le rappel de cet accent français qui me rappelle en permanence le fait d'être monté en Israël et d'avoir choisi Israël est pour moi une source de joie. Le roi David a dit « Je voudrais être là, présent dans ta maison, où les vaquers bechalo ». Shivti bevet Hashem, être totalement installé dans la maison d'Hachem, où les vaquers est comme un touriste, je dirais, quelqu'un qui arrive dans cette... Or, je crois que si on peut garder à la fois la dimension fixe, la tâche, pas l'envie de repartir sitôt, avoir déposé ses valises ici, mais en même temps, le sentiment que chaque jour est quelque chose, comment dire, une joie renouvelée d'habiter ici, alors effectivement, on arrive. Et c'est le sentiment profond qui m'habite. Quand je suis venu, on m'a dit « Ah, tu parles comme ça, attends, quelques mois vont passer, attends, tu vas voir un peu la réalité israélienne, tu vas parler, tu vas déchanter, tu vas parler comme ça. » Voilà, 30 ans sont passés, que Dieu me préserve et que ne m'amène pas des nisayon, vélo des bisayon, ne me met pas devant des épreuves et des moments durs. Eh bien, je dois dire que chaque jour est plus heureux que la journée qui l'a précédé. Et chaque jour ne fait qu'amplifier le bonheur. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, mais le fait même de voir, René, nous sommes ici dans la vieille ville, dans cet endroit-là, qui a été habité pendant une certaine période par la vieille communauté juive de la ville, qui a été totalement détruit à l'époque où Jérusalem a été perdue, et maintenant, on s'y retrouve et on est là, l'endroit à vivre de manière florissante. Est-ce qu'on peut ne pas être heureux dans chaque instant? Chaque arbre qui fleurit en Israël est une source de bonheur pour moi. Alors, et ce n'est pas de façon niaise, parce que les problèmes j'en suis conscient. Je vous parlais tout à l'heure du travail social, des détresses, de ces problèmes-là. Mais jamais les problèmes ne nous ont, attristés sur la souffrance, mais ne nous ont jamais fait baisser les bras. Au contraire, c'est une manière, au contraire, de se sentir, il y a du travail, et c'est ce travail-là qu'on essaye de réaliser. Alors, on part très vite avec vous, très loin. Oui. Donc, je vous fais revenir à ces premières années. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant? Comment ça s'est passé? Vous êtes peut-être à l'armée aussi? Oui, alors non, j'ai fait des années d'abord de yeshiva, ensuite j'ai fait des études universitaires, je me suis marié, j'ai fait, plus tard, été à l'armée. Et ensuite, j'ai repris des études de yeshiva. Bon, je ne sais pas à quel point c'est très... Quelles études universitaires vous avez fait? Des études de droit. De droit. J'ai fait une licence, une maîtrise de droit. Et mon objectif était toujours dans cet esprit, c'est-à-dire, puisqu'on retrouve une souveraineté nationale, de la même manière que la langue juive a repris, l'hébreu a renaissance de l'hébreu, de la même manière, on a tellement, justement, comme je disais tout à l'heure, de bagages et de textes qui ont été écrits sur le droit juif, sur la façon dont la société doit être réglée, qu'il est triste qu'avec le passage, lorsque les Britanniques sont arrivés, ont repoussé lentement, ils ont fait la loi de continuation de la Madjélé, la loi ottomane. Quand l'État d'Israël a été proclamé, ils ont dit on fait pour l'instant la loi de continuation du droit britannique. Ensuite, on a fait des lois au fur et à mesure, etc. Et on dit oui, mais on a ce qu'on appelle le mishpat haïvri, c'est-à-dire le droit hébraïque,
qui nous permettrait de réfléchir à tous ces problèmes qui n'est pas développé jusqu'au point de la modernité, jusqu'au point actuel, mais il faut réfléchir. C'est dans cet esprit que je suis parti étudier tout ce côté juridique, même s'il ne m'a pas aidé ensuite dans aucun aspect professionnel de la chose, puisque j'ai utilisé ces connaissances-là pour les études juives, et je me suis tourné de manière étonnante, vers le monde rabbinique. Je n'aurais pas pensé, au départ que c'est l'être, et c'est finalement dans ce domaine-là que j'ai continué. Donc aujourd'hui vous êtes rabbin, Rav. Oui. Comment ça se passe votre vie, votre semaine type? Alors j'ai ce Beth Midrash ici, j'ai une communauté à Yerushalayim. Donc je suis rabbin à la fois de cette communauté, avec ce que nécessite le travail classique du rabbin, et le Beth Midrash ici. À part ça, j'ai différents cours dans différents cercles d'études. Voilà, plus ou moins très rapidement. C'est votre pain quotidien, ah si oui, je peux alors, dire. je dis une chose, c'est un travail à temps complet, pour une raison très simple. Là, je vous parle, je vais avoir un cours bientôt, je suis tout en train de me dire qu'est-ce que je vais dire, pas pour le cours de ce soir, pour le cours de demain. Alors, pour le cours de ce soir, ça y est, vous avez le sujet pour le cours de ce soir? Oui, c'est quel sujet? Comme ça. Alors c'est sur la Haftara de la paracha de Achodesh. On a voulu la paracha de Achodesh, voilà, et réfléchir un peu sur ce que c'est que les différents sens du temps au niveau juif. C'est une question largement... les différents sens du temps. Du temps, ouais. Le temps. On a différents temps. Est-ce qu'on vit dans un temps différent ici alors comme ça. Alors je vous ai dit tout à l'heure, en arrivant, est-ce que c'est dans un temps oriental, un petit peu plus comme ça. Le mot temps en hébreu est très intéressant. Parce que le mot zman, c'est zman, le mot pour parler du temps, or il est le même que le temps de l'appel, de l'invitation. Le temps est une invitation, est un moment dans lequel on a quelque chose à remplir. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va utiliser. Le mot sha'a, l'heure, c'est la réponse à cette invitation. Lorsqu'on parle le mot sha'a, c'est on accepte un petit peu. Il y a comme une sorte de dialogue qui se crée. Le temps nous est accordé par Akadosh Baruch Hu, et nous, est-ce qu'on va pouvoir faire de ce temps quelque chose? C'est ni le chronos du temps qui se compte, ni le kéros du moment à ne pas perdre, pas profiter. Je veux dire, les Grecs avaient ce temps de la bonne heure qu'il ne faut pas laisser passer. Je pense que dans l'idée du Zman, c'est qu'est-ce que je dois faire. Et c'est l'idée de responsabilité. Il y a un appel, il y a quelque chose que je dois faire dans cet instant. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être responsable de la charge que Dieu m'a donnée du temps? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce temps-là? On dit, lorsqu'on commence la prière le matin, Rabba Emunatecha. Je te remercie de m'avoir donné la vie. Rabba Emunatecha, on parle à Dieu et on dit, ta foi est très grande. Tu continues à avoir foi en l'homme, on te peut-être déçoit parfois, et tu continues à nous redonner encore ce temps-là à remplir. Que de patience vis-à-vis des hommes. Vous avez dit cet instant-là. Ça veut dire qu'en Israël, on a le sentiment que ce qui mobilise, c'est précisément le temps là, le temps qui existe, le temps qui vient. Pas forcément le long terme, pas forcément des préoccupations qui projetteraient au-delà. Alors je ne suis pas d'accord pour la raison suivante. C'est que peut-être votre idée vient du fait qu'on est tellement interpellé par l'heure qui va venir qu'on n'a peut-être pas le temps de faire des projets pour plus loin. La vie va à une telle vitesse et on a tellement de situations qui demandent à réagir très très vite qu'on pourrait penser qu'on n'a pas ça. Mais pourtant, vous prenez chaque Israélien que vous rencontrez dans la rue, il a un projet pour les 50 ans à venir. Et chacun est un programme politique à part entière pour savoir qu'est-ce qu'il pense faire de ce pays. C'est pas pour rien. On va aux élections dans quelques jours. Je ne sais pas si vous avez vu la quantité de partis politiques qui se présentent. Lorsqu'on vient d'une tradition où il y a 2, 3 grands partis et puis qui est entre eux, là tout d'un coup chacun qui a quelque chose a un projet. Et je pense que le peuple juif, s'il n'avait pas une conscience du temps sur la longue durée, aurait depuis longtemps arrêté d'exister. Donc le peuple juif est justement quelqu'un qui se dit les affaires, on a besoin de les traiter dans l'immédiat, il ne faut pas être en retard pour cet immédiat-là, mais on a quand même la patience d'attendre les centaines d'années, ni les milliers d'années qu'on a attendu quand on était en exil, pour voir s'accomplir finalement je disais comme ça, l'amour d'Israël. Les prophètes ont parlé. Quelqu'un a écrit en disant « Ah oui, les prophètes, c'était une faillite totale, puisqu'à la suite de tout le livre, tous les prophéties des prophètes, le temple a été détruit. Donc finalement, leur message n'a pas réussi à empêcher, n'a pas réussi à arranger la société. » C'est vrai.
dans l'instant du moment présent de la destruction du temple. Mais ce message-là est le message qui a continué à être porté par toute l'histoire du peuple juif tout au long de ces dispersions et qui finalement aujourd'hui se trouve presque au mot à mot, on est même surpris de voir cette réalisation. Alors ça c'est quand même une certaine endurance que le peuple juif s'est affronté. Donc on ne sait pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pas pour demain, je ne sais pas, quelqu'un me dit combien de temps tous les juifs de France arriveront en Israël. Bon, c'est peut-être pas tout de suite, mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est prévu, on a la patience. Alors on vous voit là avec beaucoup d'enthousiasme. En quoi vous êtes différent de ce que vous étiez en France? Et vous dites que vous évoluez encore tous les jours. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous le décrire de manière, j'allais dire, simple au sens des choses de l'existence, au sens existentiel? Comment ça se manifeste, cette transformation? Je reprendrai l'exemple par exemple de la langue, parce que pour moi c'était un choc au début et qui donne réponse à votre question. Pour nous, l'hébreu était une langue sacrée, qu'on utilisait pour les prières, pour l'étude. Lorsqu'on voyait même les lettres hébraïques, on les ramassait, on les embrassait. Ça, c'est que j'ai grandi dans cet aspect. Donc je dirais dans un aspect dans lequel le religieux, le sacré est bien déterminé, et puis on a une vie civile, je disais, c'est de voir l'aspect cet exercice, avoir le regard juif sur le monde. D'accord. Mais pratiquement, c'était quand même très différencié. J'arrive en Israël et je me souviens de ce choc, c'est de voir sur des bouches d'égout, écrit en hébreu, Yerushalayim, avec le lion sur les poubelles, vous avez les mêmes poubelles vertes, où d'un coup vous voyez le lion là qui manie de la mairie de Jérusalem, écrit en Yerushalayim. Je dis mais c'est pas possible, Yerushalayim c'est quelque chose sacré, quand on voit la lettre écrit Yerushalayim, il faut l'embrasser, je veux dire, on peut pas laisser comme ça, comment on peut marcher sur ces... et que ce soit sur une poubelle, oui. Sur une poubelle, oui. Alors après bien entendu on se retrouve sur les boîtes les paquets de confiture, ou on voit aussi des lettres hébraïques, mais ce côté, cette confrontation, je dirais, entre d'un côté ce qui est le côté le plus basique, disons, et le côté le plus sacré, était le sujet, dans un premier temps, d'un étonnement. Et dans un deuxième temps, c'est peut-être le point fondamental qui est du vécu juif lorsqu'on arrive en Israël. C'est que tout d'un coup, on se trouve dans la nécessité de repenser à tous les points évidents dans lesquels on ne réfléchit même pas de la vie de tous les jours, en se disant la question de tout à l'heure, quel serait le regard juif sur ça? Alors à l'époque en France, c'était pour parler quel est le regard juif sur telle ou telle œuvre ou tel sujet de culture. Alors c'est quelque chose qui est dans... Non, là c'est dans le côté le plus quotidien des choses. Finalement, voilà, la nécessité de la souveraineté d'Israël pousse les gens à avoir une vie, je dirais, en hébreu. Et bien cette vie en hébreu, comment elle doit être faite dans la perspective juive? C'est une question qui n'est pas du tout évidente pour trouver sa réponse, mais je pense qu'on se la pose en permanence. Et progressivement, si je puis dire, vous progressez dans cette jonction. Absolument. Entre le... Je veux dire, je progressais, je passe mon temps à essayer de la définir un peu plus, de l'apprivoiser, je dirais, un peu plus. D'une certaine manière, je veux dire, on a dit du peuple juif que c'est un peuple qui avait beaucoup d'histoire et peu de géographie. Oui, c'était valable tant qu'on n'était pas en Israël. En Israël, on apprend à réapprivoiser la géographie. On a des problèmes tant bien que mal, je dirais. Or, cette géographie est un espace qui nous permet maintenant de réaliser de manière, on pourrait dire a priori, le grand projet qui était porté par le peuple juif. Depuis l'époque biblique, porté dans les différentes diasporas, est-ce que maintenant on arrive à le remettre de façon plus détaillée, pas simplement sous forme de beaux discours très généraux, de drachot, ça c'est très important pour conserver la chose, mais maintenant il faut le traduire sur des questions de tous les jours. Est-ce qu'on va apporter, je reprends ces problèmes parce que c'est des problèmes qui me touchent particulièrement, mais voilà, est-ce qu'on va continuer à subventionner le prix du pain, le prix du lait comme denrée de base, ou l'État doit dire laissez ça aux forces du marché, doit être une économie libérale? C'est des questions très importantes. Or on a là-dessus des tas de choses qui ont été écrites. Maintenant c'est le moment de savoir comment on va gérer ce problème-là avec d'autres problèmes. C'est valable au niveau général comme c'est valable au niveau personnel. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un étudie de grandes études en France pour avoir une profession honorable. Quel est son but à travers cette profession? De gagner sa vie correctement pour pouvoir avoir une certaine subsistance au niveau familial, vivre dans l'Est. S'il est en plus très intéressé par son sujet, ça lui apporte une certaine satisfaction personnelle. Si un ingénieur est aujourd'hui en Israël ingénieur, c'est bien sûr pour avoir aussi tous ces premiers points, mais ça prend une dimension totalement différente.
la raison pour laquelle il est là pour essayer de développer tel ou tel système, c'est pour essayer d'apporter sa pierre au grand édifice national de l'État juif pour pouvoir développer l'industrie, développer l'économie, faire quelque chose qui dépasse sa responsabilité intime ou familiale pour pouvoir prendre une responsabilité à l'échelon collectif. Et chacun trouve sa façon de le faire. C'est quelque chose d'incroyable parce que, alors ça peut être à travers les études ou des activités professionnelles, mais des fois des gens ont des activités de volontariat pour essayer de changer la société, pour essayer d'apporter différents... Et chacun se creuse la tête d'une certaine manière et demande pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que grandissant en diaspora, on a quand même eu toujours une séparation entre son côté intime, communautaire, familial ou communautaire, et le monde général avec lequel on a des relations plus ou moins correctes, de bonne entente. Quand on arrive en Israël, la population de référence, c'est plus le côté simplement familial ou communautaire, c'est l'ensemble du peuple juif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire vis-à-vis de ce problème-là? Tout d'un coup, même la vie professionnelle prend des dimensions totalement différentes. Comment il va vivre dans les problèmes de tout... Et c'est vrai pour tout le monde, quel que soit finalement même le degré de pratique. C'est-à-dire que tout le monde est réorienté, repolarisé par le fait national. Absolument, c'est quelque chose qui c'est un peu mystérieux finalement. Enfin, je veux dire... Je vais vous dire, d'abord, je ne suis pas trop sûr que ce soit si mystérieux que ça. À moins de dire que le fait juif est en soi extrêmement mystérieux et pour beaucoup de raisons. Mais on peut le comprendre. Pour la raison suivante, c'est qu'à l'origine, disons, de l'identité juive, qui elle-même est aussi mystérieuse, comment la définir, il y a chez tout le monde une certaine conscience, je dirais, de quelque chose qui ressemble un peu à une relation familiale, qui n'est pas véritablement bien définie, mais dans laquelle on en fait partie. D'ailleurs, on va être bientôt à Pessah, c'est la fête la plus célébrée en Israël, c'est le soir du Seder, où tous les juifs, quelle que soit leur position religieuse ou non religieuse, vont s'asseoir le soir du Seder pour dire d'une certaine manière, chacun à sa façon, j'en fais partie, je veux en être. Hein, il y a le 5e fils qui n'est même pas arrivé, mais l'extrême majorité... Même le rachat, le méchant est là. Et là, plus que Kippour, c'est très étonnant. La fête de Pessah est plus célébrée même que la pratique des synagogues à Kippour, alors qu'en France on a l'habitude de dire le juif de Kippour. Alors qu'ici, c'est le soir du Seder qui est de façon majeure le fait dans lequel chacun veut faire partie. Et c'est pour cause une famille, des enfants, etc. Ces choses-là. Quand on arrive en Israël, qu'on soit, peu importe son amour de sa famille ou son éloignement de cette famille, une fois qu'on y est, on a des relations terriblement fortes, je dirais, dans un sens comme dans l'autre. Et on a besoin de s'affirmer par rapport à cet élément. Et donc chacun trouve cette chose-là. Maintenant, on pourrait dire, il y a des gens qui arrivent et disent, bon, j'ai déjà beaucoup, le juif qui beaucoup parcouru, beaucoup voyagé dans toute l'histoire personnelle et collective du peuple juif avant de revenir en Israël, il est temps de souffler. C'est vrai, on peut avoir parfois cette position-là, mais on fait pas partie de ces gens-là. Il y a comme une sorte de virus qui nous touche, de l'ADN du peuple juif qui fait qu'on est tout le temps sollicité pour se dire qu'est-ce qu'on va faire de plus, comment on va encore bouger. Les juifs ont, d'une certaine manière, la bougeotte. Mais dans le sens, des fois on se demande si ça aurait été mieux ou pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Dans tous les mouvements révolutionnaires, ça c'est une chose que j'ai recherchée il y a des années, dans tous les mouvements révolutionnaires, vous trouvez des juifs. Peu importe, comme ça. Dans ce sens-là, ils entendent, il y a des gens qui sont en train de changer le monde, ça leur plaît. Ils auraient mieux parfois fait de ne pas y participer, ou ils auraient mieux fait de ne pas changer. Mais c'est une donnée, qu'on soit religieux, qu'on ne soit pas religieux, le monde tel qu'il est ne les satisfait pas. Ils voient toujours le monde tel qu'il pourrait être. Et ce monde, ils essaient de tout faire pour essayer de l'amener. Peut-être le monde aurait été mieux, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui caractérise les Juifs de manière collective. C'est une sorte on a dans l'humanité beaucoup de gens très bien qui font ça à titre individuel. Mais une nation entière, touchée par ce syndrome, c'est quelque chose d'assez particulier et qui se manifeste après dans l'arrivée en Israël. On va peut-être parler après de cette révolution potentielle en marche ici. Mais pour rester un mot sur Pessah, parce que finalement, vous dites que c'est la fête qui a le plus d'importance ici, en tout cas à laquelle les gens participent, alors que c'est la sortie d'Égypte, c'est le moment où on se met en mouvement vers la terre d'Israël. Or là, on y est. On pourrait imaginer que cette sortie d'Égypte, ce soit un événement fondateur, certes, mais passé. Alors justement, la raison pour laquelle on fait Pessah, c'est justement pour ne pas en arriver là. Le texte lui-même dit, vous allez arriver en Israël, vous allez vous installer, vous aurez vos champs, vous aurez vos maisons remplies de tous les bienfaits que la terre vous apportera, et vous risquerez d'oublier
tout le chemin qui a été fait en Égypte. Et Pessah, c'est le moment où on se remet en mouvement. On se remet en mouvement d'abord pour une raison très simple, puisqu'il y a 3 fêtes. Shochet, Régalim, les fêtes des pieds, des Régalim dans le sens pas simplement des fêtes, mais le pèlerinage, comme on dit. Les gens bougent pour aller à Jérusalem. Mais même quand ils ne bougent pas au niveau, pour monter à Jérusalem, eh bien, ils bougent parce que toute la maison est comme si on allait maintenant faire partir en voyage. On reprend toute la maison pour enlever tout ce hametz, toute la maison sans dessus, dessous. On réfléchit qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder, qu'est-ce qu'on va faire dans la continuation de notre histoire. Pessah, d'une certaine manière, et d'ailleurs certains le manifestent, avec même le mime de la sortie d'Égypte, en prenant un bâton, en disant maintenant voilà, nous repartons dans la sortie d'Égypte, c'est d'essayer d'empêcher que des hommes rassasiés, repus, sédentaires qui s'installent, puissent oublier tout ce qu'il y avait de bénéfique dans le mouvement. Maintenant, ce mouvement-là, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, reposer les valises et repartir. Certains ont, la gloire de l'exil, à dire, bon, mais le peuple juif, finalement, est un peuple cosmopolite, il se trouve beaucoup mieux dans les différents pays. Non, on est dans ce pays, dans le côté fixe, dans le côté, je dirais, particulier de l'espace dans lequel le peuple juif retrouve ses racines, eh bien, continue à avoir en permanence ce mouvement-là. Et si vous voulez le définir de la manière peut-être la mieux, il y a une leçon de Lévinas qui s'appelle Terre promise, terre permise, dans l'un des colloques, où il essaie d'expliquer l'affaire des explorateurs. Et il manifeste là-bas. Il faut juste rappeler les circonstances donc, des explorateurs du peuple juif dans le désert qui vont aller explorer la contrée qui doit être que Moïse envoie. Et qui ne veulent pas rentrer. Et finalement, ils reviennent et disent c'est trop dur. Voilà, qui ne veulent pas rentrer en Israël, qui sont effrayés par comme ça. Et le Talmud, quand il dit qu'est-ce qu'ils ont vu en Israël? Ils ont vu des gens bien bâtis, qui font des sillons sur là où posent leurs pieds, ils font des trous sous leurs pieds, qui construisent des villes, qui portent le soleil en médaillon, enfin des gens lumineux. Et ils se disent, est-ce que pour nous, petits juifs de tous les ghettos de la diaspora, est-ce que rentrer en Israël, c'est pas la fin du peuple juif? D'une certaine manière, peuple juif qui se remet à construire des villes, mais on n'a jamais été grands habitants de villes, les juifs un peu partout, mais on n'a jamais construit nos propres villes. On remarquerait un point très intéressant qui est lié aux politiques, je reviens tout de suite, ne croyez pas. Toutes les villes dans la Torah sont des villes problématiques, pour ne pas dire perverses. Et c'est un phénomène très intéressant qu'un jour j'ai remarqué. La première ville est construite par Hanor. Par Caïn pour son fils Hanor. Premier meurtrier de l'histoire, premier à construire une ville. D'une certaine manière, il sentait comment juguler la violence meurtrière. Premier contrat social, c'est un meurtrier qui l'invente. Il faut empêcher, il faut créer une certaine société. La seconde, c'est Nemrod qui construit Nineveh. À Ira-Gedola, la grande ville. La famille Ninive qu'on va retrouver chez Yona, dans le livre de Jonas. La troisième, c'est Babel. On pense toujours à la tour de Babel, mais on oublie que les gens de Babel ont construit une tour et une ville. Et lorsque Dieu détruit Babel, et les gens sont éparpillés, et on dit qu'ils ont arrêté de construire la ville. Ensuite, après, c'est Sodome. La ville suivante, c'est Shechem, là où il y a le viol de Dina. Si vous lisez de manière attentive toutes les villes, où en plus le texte insiste en disant c'est une grande ville, c'est une ville, il y a un danger à construire des villes. En tout cas, tel qu'il semblerait être lu. La deuxième partie, c'est dans le livre de Devarim, la fin de la Torah. On va rentrer dans le pays d'Israël, vous allez construire des villes. Comment vous allez construire une société qui ne vous ramène pas à la ville exemplaire de perversité, c'est Sodome. Voilà un peu le débat. Alors les explorateurs, je reviens sur les explorateurs, arrivent en Israël et voient des gens qui construisent, qui creusent des sillons qui sont terriblement liés à l'agriculture d'une part, d'autre part la construction de villes, mais que va-t-il rester de nos bons Beth Midrash, dans lequel on a la sérénité de l'étude communautaire autour d'un livre de Guémara, et nos enjeux sont des enjeux très 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 restreints. Ce serait la fin du peuple juif. Voilà d'une certaine manière première lecture de Lévinas, dans la terre promise, terre permise. Mais la seconde, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit il y a une erreur majeure, et c'est la réponse de Caleb. Et là, je reviens sur la transformation. Caleb, il leur dit la phrase suivante. Qui est un explorateur qui, lui, dit il faut y aller. Voilà. Alors, Caleb lui dit la chose suivante. Il dit, mais attendez, Ben Amram, donc Moïse, nous a sortis d'Égypte, nous a ouvert la mer Rouge, nous a donné la manne dans le désert pendant 40 ans. S'il nous disait aujourd'hui de prendre des échelles pour monter au ciel, ne devrions-nous pas l'écouter ? Alors tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ces échelles pour monter au ciel? La mer Rouge, on veut bien, mais pourquoi il emploie cette image s'il nous demandait aujourd'hui de prendre des échelles pour monter au ciel?
Le texte biblique dit « Alo na'ale », montez, nous monterons. Vous voyez ce redoublement de l'idée de monter. Et les rabbins disent, c'est que la première montée physique pour entrer en Israël n'est que le début d'une seconde montée pour monter au ciel. Et que signifie monter au ciel? Et c'est très intéressant parce que Lévinas pointe cette idée-là, même chez les gens des kibbutz, pour qui le ciel était vide, ils continuaient à vouloir dresser des échelles pour monter au ciel sous la forme d'une société juste sur terre. Il ne s'agit pas d'un royaume des cieux éthéré et coupé des responsabilités terrestres pour pouvoir sur terre amener une société où on n'exploite pas les hommes, où on a des possibilités d'avoir du souci pour la veuve, l'orphelin. Et voilà, ces questions-là sont des questions majeures et monter en Israël, c'est se dire, c'est le début, c'est une première montée physique qui demande à être passée, à approcher, pour pouvoir continuer toute sa vie, Alo Na'ale, à continuer à monter, à s'élever encore plus. Et bien sûr, je dirais au ciel, dans son sens, premier au niveau juif, c'est effectivement dans tous les domaines, disons, élevés de la spiritualité et de la connaissance juive. Où est-ce qu'on en est de cette montée aujourd'hui? Quelle heure est-il? Alors d'abord, il faudrait la traiter de deux façons, au niveau personnel et au niveau collectif. Hein, d'accord, on pourrait parler de où le pays lui-même est en train de monter. Après, au niveau personnel, eh bien, chacun a ses... comme je vous disais, j'ai le sentiment, alors bien sûr, on peut des fois monter, il y a une certaine fluctuation, mais je pense qu'on est tout le temps dans cette recherche, dans cette aspiration à essayer de s'élever et d'élever avec nous l'ensemble de ceux qui nous entourent. Et ça, c'est quelque chose je dirais, d'essentiel qui crée la dynamique, le défi de la montée en Israël. Alors vous dites, il n'y a plus de juifs finalement, c'est cette phrase un peu choc. Ici, le fait juif tel qu'il était en exil s'efface au profit d'autre chose que... alors, qu'un peuple hébreu. Oui. Je préciserai. Alors, je ne dirais pas s'efface, parce que dans l'idée de s'efface, je risquerais, ce n'est pas votre intention, mais je risquerais de tomber dans ce qui a parfois été mis en avant par beaucoup, à la fois même dans le mouvement sioniste, pour Ben Gourion, d'effacer la galoute. Table rase. Table rase. On va raser la galoute. Il y a même une idée de terouv à galoute, de rejeter, de répugnance pour toute cette époque. Du Mina Tanar, la Palmar. Du Tanar jusqu'au Palmar. Ouais, Palmar qui était le parti, donc... les soldats qui ont fait le début de Tsahal. Alors, on a du Tanar, oui, mais entre-temps, il y a eu toute une histoire juive, de diaspora, de Talmud, d'études juives, même en Israël. Comme si on retrouvait maintenant ce retour. Cette pensée-là, mais très étrangère, même si je comprends d'où elle vient. Je ne crois pas qu'il faille raser, effacer toute la galoute ou effacer le fait juif. Il faut le réécrire, le redéfinir, le traduire, je dirais, le faire de façon, peut-être pas dans une révolution, mais dans une évolution, adhérer à quelque chose de plus profond dans cette même identité juive. Donc pas sur le compte de la diaspora, sur le compte de tous les acquis de l'histoire juive, non, de voir comment ces acquis-là maintenant reprennent vie dans quelque chose de beaucoup plus général, et c'est ce que vous aviez appelé en disant l'hébreu, suivant le... L'hébreu, c'est celui qui met Jérusalem sur sa plaque d'égout. Voilà, d'une certaine manière. Alors, je pense que alors qu'est-ce que c'est que l'hébreu? Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Que la plaque d'égout, comme un exemple, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, je voulais simplement manifester la confrontation de ces deux mondes. Je crois, et encore une fois, c'est une interprétation qu'il faudrait redéfinir chez le rabbin Ashkenazi, qui a formulé toutes ces idées-là, pour comprendre dans ses textes et dans ce qu'il a laissé ou chez ses élèves, quelle est véritablement l'intention première. Et je ne m'aventurerai pas à apporter une réponse définitive sur cette chose-là, mais juste une première remarque qui me semble pertinente. L'hébreu a deux sens totalement opposés. Lorsqu'on parle de l'idée d'où vient le mot hébreu, je pense tout d'un coup, tout à l'heure peut-être je vous dirai quelque chose sur le mot juif, pour parler du juif à l'hébreu. En tout cas pour l'hébreu, on a deux sens terriblement intéressants. D'un côté, l'hébreu, c'est celui qui est descendant d'un personnage qui s'appelle Ever, qui est dans la lignée de Shem, et qui va arriver finalement... Shem, le fils de Noé, donc arrière-petit-fils de Shem, Ever. Voilà, Ever, et ensuite... D'où vient le mot hébreu. Hébreu, et ensuite on a Péleg, on a d'autres enfants, jusqu'à ce qu'on arrive à Terah, à Abraham. Donc, de Shem à Abraham, on passe en arrivant par un personnage qui s'appelle Ever. Et donc, Abraham est appelé Abraham ha-Ivri, Abraham l'hébreu, comme étant descendant de ce personnage de Ever. Oui, mais c'est très intéressant. Pourquoi?
Parce que ce personnage de Réver a un fils qui s'appelle Péleg. Et pourquoi il l'appelle Péleg? Le texte nous dit parce que c'est dans la vie de ce Péleg que les nations se sont séparées. Or, le mot Péleg en hébreu signifie la séparation. La tour de Babel, donc c'était le moment de le moment de la tour de Babel. Alors c'est très intéressant parce que déjà, le père donne le nom à son fils Péleg. De façon prémonitoire. Prémonitoire, les rabbins nous disent il avait eu un moment de prophétie pour savoir un peu ce qui allait se produire. Oui, mais c'est quand même très intéressant. Avec ce Péleg, l'humanité se divise en nations. Ces 70 nations dont on parle, et les langues se séparent. Lorsqu'on parle de l'hébreu, tout à l'heure on parlait de l'hébreu, mais l'hébreu c'est la langue de Réver, la langue de Ivry, qui est la langue qui précède la séparation. Alors peut-être pas pendant toute une époque de l'histoire, il y avait beaucoup d'hébraïstes qui cherchaient à retrouver la langue originelle, sans rentrer dans ces démarches, même si elles sont très curieuses et intéressantes, mais dans cet hébreu, il y a une préoccupation universelle de l'humanité. Il y a une humanité, est-ce qu'on pourrait dire une utopie, puisque c'est un moment, c'est pas utopique, c'est ce qui précédait, là c'est plus, est-ce que c'est un retour qui semblerait atopique, puisqu'on a détruit la tour de Babel maintenant, donc c'est plus dans cet endroit-là que l'humanité peut trouver une certaine parole qui peut être entendue, audible par l'ensemble des peuples, avant que ne se séparent, voilà. Ivry, le première idée de Ivry, c'est Abraham, le descendant de la personne qui savait encore la langue qui peut être entendue par toutes les nations. Et dont Abraham, en parlant l'hébreu, a gardé d'une certaine manière ce souvenir. Je traduirai tout ça de la façon suivante. L'hébreu serait, dans le particularisme d'Abraham, juif, la possibilité d'énoncer quelque chose d'universel. Et là où est le paradoxe, c'est que le deuxième sens de Abraham à Ivry, tel qu'il est présenté par les Chachamim, c'est de dire Abraham à Ivry, c'est celui qui est Me'ever Nahar. Me'ever Nahar, c'est celui qui vient de l'autre côté du fleuve. Abraham étant venu d'au-delà du fleuve, il a traversé l'Euphrate pour arriver en Israël. Et les Chachamim continuent sur cette idée en disant oui, Abraham à Ivry, l'hébreu, c'est celui qui est d'un côté et toutes les nations sont de l'autre côté. C'est celui qui en fait se distingue des nations, est totalement en désaccord, en divorce avec l'humanité. Ah, c'est très intéressant. L'hébreu, d'une part, c'est celui qui porte le message audible par toutes les nations, mais l'hébreu, c'est aussi celui qui est totalement, séparé. Il y a un fleuve qui le sépare des nations. Alors, c'est dans le particularisme ou dans le côté universel. Et ce paradoxe-là, à mon avis, est au centre de l'aspect du juif qui redevient hébreu. Le peuple juif a toujours été universel dans son histoire, par le fait de pouvoir parler avec les différents peuples. Oui, mais il était terriblement particulier, terriblement renfermé dans l'existence juive, parfois même par des murs de pierre qui renfermaient dans le ghetto, et quand ces murs ont cessé, les juifs ont essayé de courir pour essayer de donner quelque chose d'universel. En attendant, le juif était renfermé dans son côté particulier. Arrivé en Israël, est-ce qu'il est plus particulier ou plus universel? Ce n'est pas une réponse facile, puisque dans le fameux ghetto, il se trouvait quand même en France, parmi les nations. Là, il est comme toutes les nations, mais plus parmi les nations. Il est maintenant séparé. Il y a quelque chose de très paradoxal dans cette dimension. Il arrive maintenant en Israël, et étant rentré en Israël, donc étant maintenant confiné dans un espace bien particulier, il va pouvoir, par cet espace bien particulier, je dirais peut-être devoir, puisque c'est un projet, énoncer quelque chose qui, dans son côté particulier, pourra parler vis-à-vis de toutes les nations. Il me semble que cette dimension de l'hébreu est la dimension à laquelle on est confronté aujourd'hui en Israël. Je dirais ça sous un autre aspect. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le nom d'Abraham est un nom difficile à comprendre. Parce qu'on dit qu'Abraham s'appelait Abraham, et un jour, Dieu lui a changé le nom et lui a dit « Tu l'appelleras à partir de maintenant Abraham ». Pour quelle raison? Avec un hé. Avec un hé au milieu. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, tu es Av Hamon Goyim. Tu es le père de une multitude de nations. C'est très étonnant d'abord. Il devient le père d'une multitude de nations après avoir eu la Brit Mila, la circoncision. Donc être marqué dans sa chair, distingué d'entre ces nations. Ça, c'est quelque chose déjà à remarquer. Mais plus remarquable, il s'appelait Avram, un père haut, élevé, distingué, je dirais, d'entre les nations. Et tout d'un coup, il devient Av Hamon Goïm. Il aurait dû s'appeler Avram, le père élevé, et se transformer en Av Hamon Goïm. Or, il garde le resh du ram du début de l'élévation. C'est quand même surprenant. Qu'est-ce que fait ce côté distingué lorsqu'il est devenu populaire? Il y avait un texte, si tu
si tu sais rester peuple en fréquentant les rois, si tu restes digne en restant populaire. C'était Kipling qui parlait de tu seras un homme, mon fils. Mais je crois que le juif, si tu sais être distingué tout en étant universel, si tu sais toucher l'humain tout en restant particulier, tu seras un juif. La possibilité de combiner, et je ne dirais même pas de combiner, de pouvoir toucher à travers le côté extrêmement particulier de l'expérience juive, de la vie juive, je dirais de le côté national, du fait national, c'est Israël, ce qui va pouvoir devenir finalement quelque chose d'universel. Et l'espérance de toutes les nations passe d'une certaine manière par la possibilité pour le peuple juif de redéfinir, de recomprendre, d'assumer à nouveau cette existence en tant qu'hébreu. C'est-à-dire de revenir à la cellule souche de l'humanité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cellule souche? Je parlais tout à l'heure des exemples, par exemple, de la société. Pourquoi je me touche sur ces points-là? Justement parce que ce sont des points qui nous permettent, à travers le message juif, de toucher les questions qui touchent l'ensemble de l'humanité. Ce sont la façon de traduire dans le côté particulier des textes juifs les questions auxquelles le monde est confronté aujourd'hui. Des questions d'économie, des questions de société, des questions d'identité, des questions de frontières, des questions de communautarisme et communauté. Mais le peuple juif en Israël, si on voit l'histoire de manière très simple. Mais le problème de migrants qui arrivent dans un pays, et les problèmes, mais c'est celui que vous me posez maintenant, c'est le problème de la Aliyah. Et le pays d'Israël a été un pays qui a passé son temps à essayer de voir comment régler ce problème, tant bien que mal, avec des fois de grosses défaites et parfois de grandes réussites. Voilà l'histoire du pays d'Israël. Si le pays d'Israël arrive, voilà, pour un problème, un exemple de problème, à gérer ce genre de problème, il a peut-être quelque chose à affirmer, à montrer au monde, comment on peut avoir une identité bien définie, qui continue à garder, à transmettre quelque chose qui rassemble d'une certaine manière le message, particulier d'une nation, sans pour autant se couper de ceux qui arrivent avec quelque chose de totalement différent. Je pense par exemple aux Éthiopiens qui arrivent avec, qui sont venus dans leur alia, avec, voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Mais en quoi les autres nations vont pouvoir être inspirées par ce qui se passe ici, ou comment ça va passer la transmission, enfin je sais pas, le rayonnement? Là, vous me demandez comment ça va passer. On rentre dans des questions de beaucoup plus, de raffinement, je dirais, dans un focus très précis. Là, je pense au niveau déjà de l'idée. Et je commencerai par dire, par le fait que le peuple juif reprend conscience de cette chose-là. Je vous disais tout à l'heure à propos des rabbins qui font des discours et qui semblent parfois eux-mêmes ne pas être convaincus de leur propre message. Eh bien, je pense que la première chose, c'est que le peuple juif reprenne conscience qu'il a un message. Lorsque les pères fondateurs parlaient d'être hors la goïm, lumière pour les nations. Mais je pense qu'être une lumière pour les nations, c'est pas simplement la start-up nation, et c'est pas simplement de faire pousser dans le Negev de l'agriculture, avec tout ce que ça peut être, ou aujourd'hui de prendre des échelles pour monter au ciel, la sonde Bereshit qui va arriver là sur la Lune. C'est très beau, c'est très bien, on est tous enthousiastes pour tout ça, mais je pense et l'Eurovision, vous oubliez l'Eurovision. Voilà. Mais en tout cas, on a peut-être d'autres messages à faire passer et d'autres projets. Et ces projets-là touchent des questions fondamentales, à mon avis, de l'humanité. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'économie, qui est tellement majeur dans le débat mondial, on a l'impression que toute idée de solidarité a été complètement bafouée. On a un libéralisme triomphant, demande à être réfléchi en disant... Est-ce que véritablement c'est la seule option? On avait quelqu'un qui avait dans les années 90 avait écrit la fin de l'histoire. Hein. C'était très intéressant, la fin de l'histoire. Après il y a eu un livre comme ça, la fin de l'homme, la fin de l'Amérique. Il avait écrit plusieurs livres qui ont suivi. Bon, l'histoire elle n'a pas fini du tout. Elle est encore, on a dans l'évolution juive, on parlait tout à l'heure des temps messianiques. Il y a l'idée de Acharit Ayamim. Acharit, c'est les derniers jours. C'est les derniers jours. Comment traduire cette idée de les derniers? C'est les ultérieurs, mais en fait il y a encore plus ultérieurs qu'eux, ou il y a quelque chose qui s'arrête. Est-ce qu'on arrive? Moi je pense pratiquement que c'est quelque chose de très lent, et pour voir de quelle façon ça veut véritablement répondre à tous ces aspects universels, je donne un exemple. Pendant longtemps, j'évoquais tout à l'heure Lévinas. En France, on avait un groupe d'intellectuels qui essayaient de répondre à ces questions universelles avec le texte juif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental, avec beaucoup plus de pertinence, parce que ça, c'était fait de l'étranger, dans le domaine, je dirais, des idées ou philosophiques, alors que là, ce qu'on doit donner comme réponse, ce sont des réponses dans le côté, dans le fait même politique et vécu de l'identité juive. Et ça, il ne suffit pas de donner simplement de belles idées. Il faut montrer comment maintenant ça s'adapte. Je parlais tout à l'heure du droit juif. Il faut montrer maintenant comment la société marche. Ce sont des questions extrêmement d'acuité. Mais du coup, on est en campagne électorale, vous le rappeliez tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que ça occupe la campagne, tout ce que vous nous dites là? Alors c'est très intéressant.
pas nécessairement dans l'aspect juif, religieux ou Torah, avec l'origine des sources juives, mais il est sous-jacent dans un des gros débats actuels de la campagne. Je vous disais tout à l'heure, il y a deux partis qui s'affrontent juste sur cette question-là, et pas les plus grands. Et à mon avis, c'est l'enjeu véritable des élections, parce que c'est les petits partis ici qui vont finalement pencher d'un côté ou de l'autre côté. Un côté libertarien, c'est-à-dire qui va dans l'excès, que même aux États-Unis, on n'a pas encore mis en pratique, c'est les juifs encore qui veulent l'avancer. Et d'autre part, quelqu'un qui dit non, la solidarité juive, la chemla, le fait d'avoir de la compassion pour l'ensemble des gens défavorisés, voilà, pas n'importe qui, ministre de l'économie actuelle, un futur ou quelqu'un qui se veut futur ministre de l'économie, voilà, c'est quand même majeur. C'est mis sur la table, et aujourd'hui la société se débat sur cette question-là. Vous avez l'impression que la société oscillerait entre cette tendance? Alors là, il faudrait analyser plus longuement l'évolution de la société israélienne. Je disais que dans les 30 ans où je suis là, j'ai vécu la fin de l'époque plus ou moins socialiste, ou en tout cas sociale, je dirais plutôt, israélienne, et avec toutes les années de Netanyahou, on a voulu faire passer l'économie à une économie beaucoup plus libérale. C'est-à-dire je ne dirais pas en réaction, mais dans cette période-là libérale, que tous les problèmes sociaux, du point de vue rabbinique, m'ont été, brûlants pour en parler, parce que je me suis dit, c'est quelque chose de majeur. Les évolutions se font sans qu'on ne réfléchisse véritablement au niveau juif sur cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on continue uniquement dans cette direction-là? Alors là, on nous propose d'aller encore plus loin, mais en tout cas, on voit que la société israélienne est elle-même partagée par ça. En 2011, il y avait des agitations sociales pour essayer de remettre en question un peu la situation. Il y a eu des commissions qui sont faites, il y a eu des débats qui ont été faits. Eh bien, moi, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. D'abord, au niveau, encore une fois, j'aurais, en tant que rabbin, la même distance que peut avoir un juif de France quand il voit ce qui se passe en France, c'est pas lui, mais en fait, de réfléchir sur les problèmes universels en ayant le luxe un petit peu d'être à l'écart. En tant que rabbin, j'ai le luxe, disons d'une manière, de ne pas être moi-même, vous pourriez être candidat. Oui, faire un parti. Alors non, d'abord, non, ça c'est quelque chose de très problématique, c'est des petits détails, mais la politique et les rabbins qui font de la politique devraient arrêter de s'appeler rabbins au moment où ils se font de la politique. Je ne dis pas que c'est comme ça. Pourquoi ça? Pour une raison très importante. Alors je parle depuis tout à l'heure, pas que de politique, mais disons justement de cet aspect des choses-là. Pour que le message de la Torah, dans son aspect politique, puisse être prononcé, puisse être audible, il faut que les rabbins se contentent de l'énoncer, de l'affirmer, de conseiller, de donner leurs idées sur les problèmes et de laisser les politiques, dans le côté pratique, faire leur travail. Le jour où les rabbins s'occupent de faire ce travail politique, c'est la fin de leur activité de Torah. Ils arrêtent d'être des hommes de spiritualité pour s'occuper. Allez, prenez l'exemple, les prophètes, je disais tout à l'heure, ont failli. Oui, le prophète est celui qui donne la critique du pouvoir. Si le prophète lui-même est au pouvoir, c'est la meilleure manière de l'arrêter, de l'empêcher de parler. Donc les rabbins s'occupent de réfléchir sur ces questions-là, de conseiller, de donner leurs opinions et laissons faire les compromis, les nécessités que la politique demande. Donc, vous ne ferez pas de parti et vous n'allez pas voter pour un parti, alors, on a compris, religieux. Je vote. Non, je voterai, mais je ne vous dirai pas pour quel parti je vote, parce qu'ici, les gens sont tellement... ils disent pour qui ils votent, mais je ne demande pas. Mais c'est très étonnant, c'est un phénomène très israélien. Les gens passent leur journée à vous dire, mais alors, pour tu vas voter, pour y voter. Alors qu'en France, a priori, on est dans l'isoloir, et puis c'est presque indécent de poser la question, sans pour ça. Je veux dire qu'ils veulent s'affirmer. En Israël, tout le monde vous la pose. C'est pas de l'hébraïté, ça, un petit peu comme ça. La familiarité Oui, c'est des relations familiales. On ne va pas nous cacher entre nous. Quoique parfois, en famille aussi, ça crée des discussions. Oui, mais c'est sûr, les grosses disputes sont des disputes familiales. On se dispute moins avec les voisins. On avait laissé le mot juif de côté à un moment donné. Oui. Peut-être qu'il faut y revenir. Comment le juif... Alors, puisque l'idée de passer de juif à l'hébreu était, une idée de rabbin ashkénazi, et j'essayais de lui donner un certain sens, mais je ne perdrai pas pour autant le côté juif, yéhoudi, je l'aime beaucoup, et je vais vous dire pour quelle raison. Après l'avoir redéfini sous la perspective que j'évoquais précédemment. Et qui est lié avec la Aliyah. C'est très intéressant. On dit tous les jours dans la prière, Vekabetzenu minagoyim, lehodot leshem kochecha. Rassemble-nous d'entre les nations, lehodot, afin, ça se traduit rapidement, de remercier ton nom sacré. Donc, ramène-nous en Israël pour
que nous puissions dire merci, léhodot, remercier. Ben, c'est pas du tout, c'est complètement faux au niveau logique. C'est pas du tout ramène-nous pour que nous disions merci. Nous dirons merci parce que tu nous ramènes, c'est pas l'objectif. C'est simplement une des retombées, ce léhodot. Vous voyez, c'est une question embêtante. Tous les gens le répètent. Mon père avait l'habitude, presque chaque prière, on finissait à nous soulever des questions évidentes du texte, mais alors tu pries très longtemps et tu n'as jamais fait attention à cette phrase-là, en faisant, voilà, c'est une phrase, tout le monde le répète tous les matins et les gens ne font pas attention. Pourquoi ils disent « ramène-nous pour que nous léhodot ». Or, ce pasouk-là, ce verset, nous ramène sur la définition même du juif. Le mot léhodot vient du fait de dire remercier, dire toda. Or, le mot Yehudi, juif, vient de Yehuda, les habitants du territoire de Yehuda, qui était le territoire de la tribu de Yehuda, appelé par la personne Yehuda, le fils de Jacob, qui est appelé Yehuda pour quelle raison? Parce que Yehuda, c'est celui pour lequel sa mère, lorsqu'elle l'a eu, dit à Pam, Odé, je vais cette fois-ci remercier. Elle va dire merci. Donc la définition du juif au niveau étymologique, c'est quelqu'un qui dit merci. Ça, c'est la première chose très importante. C'est quelqu'un qui a de la gratitude, qui a de la reconnaissance. Pardon? Non, c'est une blague. C'est un mercier, je disais. Alors voilà, donc ça, c'est la définition, le fait de dire merci. Mais d'où vient, alors on pourrait dire, c'est très simple, dire merci, c'est simplement prendre conscience de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, que Dieu nous donne. Mais d'où vient le mot Toda? Alors on continue encore un peu plus loin maintenant. Les Hodot. Cette racine qu'a donné le mot juif, très intéressant parce qu'on n'a toujours pas répondu à notre question du verset. Les hodot vient du fait de hod. Hod, c'est la magnificence, la splendeur. Et elle est la même racine que l'idée de hed, c'est-à-dire l'écho, c'est-à-dire le reflet. C'est très simple, vous me faites présent de quelque chose, en vous disant merci, j'essaye un petit peu d'être le reflet par ma gratitude du bienfait que vous m'avez donné. Donc dire merci, c'est se faire reflet, c'est se faire miroir du bienfait qui a été reçu. Voilà, on est dans la définition du juif. Eh bien, lorsqu'on nous dit « ramène-nous en Israël d'entre les nations », les hodot, les shem kodshecha, afin de nous faire reflet de ton nom très sacré. La définition du juif n'est pas simplement quelque chose qui est intérieur, particulier, qui se renferme dans ce côté national, revenu en Israël pour s'occuper simplement de ses préoccupations personnelles, c'est à travers cette préoccupation nationale se faire finalement reflet vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité, de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et je dirais dans l'autre sens de la chose, étant venu de différentes diasporas, bon, nous je parle de France, mais chacun venu de tous les diasporas, ben, se refaire reflet en Israël des différentes diasporas. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. On n'a pas du tout touché jusqu'à maintenant, mais c'est le fait que c'est quelque chose d'incroyable. On arrive et on rencontre des gens de toutes les cultures. La déclinaison de l'identité juive à toutes les différentes dispersions d'Israël, et tout d'un coup, on les retrouve. Alors, c'est des langues, c'est des parfums, c'est des odeurs, c'est des goûts et des couleurs, mais c'est aussi des mentalités, des cultures, et c'est quelque chose de merveilleux. Et cet aspect des choses-là, je crois que c'est profondément la définition du juif. La définition du juif, c'est pas simplement de dire merci vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans le côté religieux de la chose, mais c'est essayer de refléter par sa conduite un peu de tout ce qu'on lui a donné. Et pour parler dans le côté plus pratique, vous avez commencé tout à l'heure par le côté personnel, moi je suis arrivé en Israël, je dirais presque confus de recevoir le pays sans avoir fait quasiment rien pour lui. Il y a des gens qui sont venus, qui ont souffert, qui sont morts, qui ont versé leur sang pour nous donner le bonheur de vivre ici. Et puis nous, on arrive, et puis il y a des gens qui viennent à l'époque, je ne sais pas comment, ils disaient quels sont les droits. Mais j'ai dit, vous n'avez aucun droit, on n'a que des devoirs. Cette idée de devenir, en plus de ça, demander quels sont nos droits. On arrive, on nous présente un pays déjà fini, et on dit, la seule chose qu'on doit faire, c'est d'essayer de se faire le reflet de certaines caractéristiques, qualités qu'on avait, et qu'on n'efface pas de la diaspora française, et qu'on se dit, maintenant, l'Israël, il faut les donner à l'État d'Israël, apporter. Et inversement, voir de ce que de l'État d'Israël on peut refléter vis-à-vis de l'étranger. C'est quelque chose qui donne une responsabilité, qui donne quelque chose, je dirais, c'est un appel à quelque chose et pas simplement le côté passif. Donc si je disais que l'hébreu, il y a ce double aspect particulier
et universel dans les deux origines même de l'hébreu, et bien dans le Yehudi, eh ben, il y a ce même head, ce même hod, ce même reflet d'une certaine manière. C'est très très beau cette idée-là, l'idée du reflet, l'idée du miroir. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose de... Il y a un texte de Pirkei Avot qui dit la chose suivante, à propos de l'étude de la Torah, à forba va forba des cholaba, retourne la Torah sous tous ses coutures, sous tous ses aspects, des cholaba, tout se trouve dans la Torah. Certains pensent qu'il ne faut étudier que la Torah, puisque tout y est, il n'y a pas besoin d'étudier quoi que ce soit d'autre. Pourtant, on a d'autres passages qui nous disent « Celui qui ne connaît que la Torah méconnaît Dieu ». Il faut connaître le monde que Dieu a créé. Alors il y a un rabbin, Rabbi Abraham Azoulay, du Maroc, qui était ensuite rabbin ici à Hebron, à Gaza, au XVIIIe siècle, et qui a écrit la chose suivante, un commentaire sur les Pirkei Avot, et qui a dit la chose suivante, il dit « Aforba va forba des cholaba » retourne et retourne la Torah sous tous ses angles. On n'a pas compris l'image qui était derrière. La Torah, c'est comme un miroir. Et dans ce miroir-là, si vous retournez le miroir sous un angle différent, vous y verrez le reflet de quelque chose de différent. Tout ne se trouve pas inscrit dans la Torah, mais c'est un miroir qui nous permet de lire à travers lui l'ensemble des différentes galaxies qui nous entourent. Et je dirais d'une certaine manière qui nous permet aussi de refléter dans ce miroir, dans l'étude de la Torah, les différents sens que vous y trouvez. Chacun lit un texte, un verset ou un texte juif et trouve des idées nouvelles. Or, il reflète à travers ça son manière de réfléchir, son mode de pensée, son étude. C'est quelque chose de merveilleux. On parlait tout à l'heure de la richesse de la langue. Est-ce qu'il y a plus de mots? Mais une langue riche, est-ce que c'est une langue qui a déjà défini le nombre de mots pour pouvoir dire exactement de manière précise, ce qui bloque et handicape le nouvel immigrant qui arrive en Israël? Ou est-ce qu'une langue riche, c'est une langue qui, ayant peu de mots, nécessite des différentes combinaisons, métaphores et utilisations de l'ensemble des mots qui existent pour créer de nouveaux sens? Et lorsque vous avez une phrase dans la Torah ou dans le texte juif, eh bien, puisque les mots ont double sens, suivant leur agencement, suivant leur manière, mais vous avez pour une phrase 10 explications, on nous dit 70 explications. Mais c'est là l'origine, parce que justement, elle est tellement riche qu'elle n'a sûrement pas un mot précis pour chacune des choses. Est-ce que la richesse vient dans le fait d'accumuler exactement ce qu'on a, ou la richesse vient justement de pouvoir créer avec le peu d'éléments qu'on a quelque chose d'autre? C'est quelque chose de très intéressant. J'ai quelqu'un qui m'a rapporté une étude qui a été faite sur les écoles israéliennes et les écoles de Corée du Sud à propos ils ont pris des élèves dans une des meilleures écoles d'Israël et une meilleure école là-bas et ils leur ont donné un test de mathématiques à 3 niveaux au-dessus. Ils ne pouvaient pas le faire, qui était totalement... Ils ont pris les meilleurs élèves et ils ont fait les 2 planchers sur ces choses-là. On leur demande les données. Ils pouvaient le faire au niveau technique, mais ils n'avaient pas du tout appris ça. En Corée du Sud, ils ont tous eu 100%, une note sur 100. Ici, au test, ils ont tous réussi comme ça. En Israël, ils ont eu 70% de résultats positifs. Mais la chose intéressante n'est pas celle-là. Les 100% de Corée du Sud ont tous résolu le problème de la même façon. Les 70% réussis en Israël, ils étaient une 50 dans la classe, ont trouvé 18 méthodes différentes d'arriver à leurs 70%. C'est totalement juif cette manière de voir les choses. Ils avaient chacun, on parlait tout à l'heure, chacun est un programme électoral, chacun avait une manière originale d'attaquer un angle de vue, de voir le problème. Voilà. Les juifs, ils n'arrivent peut-être pas, dans le côté formaté, où tout le monde dit exactement, de manière exacte ce qu'il faut dire, et avec cette mais c'est cette originalité, cette créativité qui leur permet après de trouver des choses très originales parce qu'ils progressent. Je pense que la langue nous oblige à le faire, et je pense d'une certaine manière, c'est ça l'esprit profond de la diversité qu'on essaye de retrouver à travers l'hébreu ou ce que la société demande. Trouver de nouvelles idées, de nouvelles choses. Et voilà, les juifs, c'est les premiers, c'est les seuls qui ont de manière béréchite voulu arriver sur la Lune en trouvant des méthodes originales. Pas les méthodes classiques à gros budget. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une manière d'y arriver? Voilà. Et qu'est-ce qu'on envoie sur la Lune? Qu'est-ce qu'il y a dans cette sonde? Il y a un témoignage d'un survivant de la Shoah. Et il y a un Tanakh, évidemment, une Bible, comme si c'était ça l'important finalement, plus que le geste technique. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que c'est un sujet très délicat? La prouesse technologique est très intéressante. Ce qu'on envoie sur la Lune est très intéressant, au même titre que ce qu'on envoie comme message lorsqu'on envoie des capsules ou des différents messages. Ce sont des sujets très intéressants. Mais la question qui me semble la plus pertinente d'entre tout, d'ailleurs, il y a même des juifs qui ont dit on va commencer maintenant à commercialiser des terrains sur la Lune. Parce que ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de se poser la question suivante. Est-ce qu'on pense à la Lune comme une manière de quitter ce monde ou comme une certaine manière, une utopie, chercher par le voyage de nouveaux horizons?
de nouveaux espaces pour ne pas prendre nos responsabilités dans ce qui se trouve ici, ou alors ce qui se produit chez toutes les personnes qui ont un GPS, et ça me paraît très intéressant. Vous avez le GPS, vous devez trouver votre chemin. En général, pour trouver votre chemin, Waze, enfin tous les différents méthodes, vous demandiez aux personnes, vous aviez un sens aigu de l'espace, de l'orientation, vous arriviez, vous entrez. Or là, il y a quelque chose de très étonnant dans le GPS. Pour demander où aller sur Terre, vous êtes obligé d'envoyer quelque chose sur un satellite qui voit d'en haut et qui vous renvoie en bas exactement quelle est la route à suivre. Ah, c'est quand même passionnant. On ne peut plus trouver son chemin sur Terre si on n'a pas d'abord déjà pris une certaine distance et dans le satellite. Mais c'est formidable cette idée. Alors on est parti sur la Lune, mais peut-être qu'on est parti sur la Lune, pas pour y laisser quelque chose ou différentes reliques, on est parti là-bas pour prendre la bonne perspective de ce qui se situe sur Terre. Vous savez qu'Ilan Ramon, quand sa fusée avait sauté, faisait justement des expériences, pas simplement d'observation, mais d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait arriver à diriger la pluie ou à trouver la manière de faire pleuvoir. Voilà des sujets de recherche passionnants. On peut peut-être comprendre comment répondre à ces questions-là, qui sont des réponses qui donnent de la fin de toutes les misères qui sont liées à ce problème-là, en ayant une certaine perspective. D'une certaine manière, ce que j'essaye de faire, en essayant d'associer aux problèmes si vous voulez, de l'alia, nationaux, politiques, économiques, de la modernité, les textes juifs, c'est d'essayer de prendre un certain recul, de percevoir ces éléments avec une certaine vision, disons une certaine perspective, et peut-être, grâce à cette perspective, pouvoir les traiter de manière plus adéquate dans le côté immédiat. Ce n'est pas pour essayer de perdre une certaine fuite vers de nouveaux horizons, parce qu'on a déjà fait fi de tout défi de changer la société. Au contraire, c'est parce qu'on pense que peut-être à travers ces idées originales, des vieux grimoires dont parlait Lévinas, qui semblent avoir perdu toute leur acuité aujourd'hui, et bien justement se trouvent peut-être des perspectives qui pourraient donner des réponses à des questions actuelles. Voilà plus ou moins le débat majeur, je pense, qui n'est pas, j'essaie de ne même pas le formuler sous la façon simplement juive, mais de la façon, universelle. Peut-être les politiques sont trop rivés au jour le jour, au problème terrestre, et non pas cette perspective. Même chez les nations, les philosophes ont toujours essayé de voir... Aujourd'hui, on a tellement eu peur, on s'est tellement méfié, trahison des clercs, alors du coup, on a peut-être eu le recul inverse. Eh bien, entre ces deux aspects, voilà quelque chose de très intéressant. Le Rav Kook disait, le peuple juif a quitté la vie politique à une époque où il était impossible de gérer un État avec les lois de la morale. Dans l'époque antique, où on avait été obligé de faire des concessions sur beaucoup de domaines qui sont agressés. Et il ne le retrouvera qu'au moment où justement il aura la possibilité de régler le problème de l'État avec justement, alors c'est toujours des compromis, mais pas des compromis avec ses valeurs profondes. Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui on y est arrivé? Pour l'instant on est encore en chemin, mais je pense que c'est là véritablement le défi du retour en Israël. La possibilité d'amener une manière d'entrevoir la souveraineté nationale d'un peuple dans son pays qui ne soit pas pour autant perçue avec toutes les failles et les déboires dont on a pu subir les malheurs tout au long de l'histoire. Voilà un des problèmes majeurs, et en tant qu'Israélien, je remercie le ciel d'être né à cette époque-là, à ce moment en particulier, pour pouvoir assister, pour pouvoir continuer à voir, cette époque particulière. Je ne sais pas, je vous dis la vérité, on dit dans la prière « Ve'ilu finu malei shira kayam » si notre bouche était faite comme les vagues de la mer et bruissée comme le bruit de l'eau, on n'aurait jamais assez de mots pour remercier tous les bienfaits du ciel. Et bien chaque jour quand je me lève, je dis si j'avais les vagues de la mer et le bruit et tout l'eau, je n'aurais jamais assez de remerciements, Yehudi, Toda, pour remercier le ciel de m'avoir fait vivre une minute dans ce pays et voir le pays d'Israël. Je ne sais pas, mon grand-père n'est pas venu en Israël, on a mis son corps après sa mort. Eh bien, il aurait pleuré pour gagner 5 minutes à voir ce que c'est que Jérusalem. Nous, on l'a tous les jours, et comme quelqu'un qui vit de manière tellement conduite n'est même pas conscient de cette chose-là. Voilà. Je ne fais que répéter ça, et le problème, c'est que, bien sûr, venant de l'étranger, je vous disais tout à l'heure, on le sent, ceux qui naissent ici, ceux qui ont cette habitude, risqueraient de ne pas l'avoir. Voilà, je pense que c'est lutter contre cette chose-là, c'est pas une lutte, c'est quelque chose de soigné, mais pour ceux qui n'ont pas connu l'étranger, il faudrait peut-être leur faire un stage de 6 mois dans des zones bien particulières du monde pour qu'ils comprennent le bonheur d'habiter dans ce pays.
vraiment l'impression de quand même être 3000 ans en arrière là.